Salut les magiciens, ici Totoro pour la decklist de Lightpose. Alors aujourd'hui, on va aborder différents points. Je vais commencer par décrire qui est Lightpose. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du deck. Donc on va voir les créatures, les éphémères, les artefacts, les enchantements et les terrains. Après, on va voir la stratégie, comment est-ce qu'on joue en fonction de qui est-ce qu'on a en face, quels sont les match-ups, donc justement qui est-ce qu'on a en face, et quelle est l'actualité du deck. Alors, Lightpose, voix de l'impératrice, c'est une créature légendaire qui est renard et conseiller, qui coûte un incolore et un blanc, qui est une 2/2, qui a une capacité déclenchée qui dit qu'à chaque fois qu'une aura qu'on contrôle arrive en jeu, on va vérifier si on l'a lancée. Si c'est le cas, on peut aller chercher dans notre bibliothèque une carte d'aura avec une valeur de mana inférieure ou égale, et on la met directement attachée sur Lightpose. Si on est allé chercher dans notre bibliothèque, eh bien, on mélange. Voyons maintenant les créatures à 1. J'ai un premier package qui sont les créatures qu'on peut qualifier de Mother Effects. Donc ça va être Benevolent Bodyguard, Giver of Runes, Mother of Runes et Skrelv. Ensuite, j'ai Esper Sentinel et Ocelot Pride, qui sont deux créatures qu'on va pouvoir qualifier de stacks, puisqu'elles vont avoir une fonction de venir gêner les decks contrôle. Ensuite, on va avoir toutes les créatures à 2. On va avoir 5 packages, donc à savoir les créatures avec le flash, donc Cathar Commando Felia, ainsi que deux autres que j'aborderai juste après. Le package Card Advantage avec Illuminator Virtuoso et Core Spirit Dancer. Le package Beater avec Glyph Elemental et Jacked Rabbit. Le package Stacks avec Grand Abolisher, T-Staker. Et enfin, le package anti-ETB avec Containment Priest, Doorkeeper Thrall et Hashbringer. Enfin, on va avoir les créatures avec une valeur de mana de 3 et plus. On commence avec Adeline, Monastery Mentor, Ranger Captain of Eos et White Plume. On joue également Witch Enchanteur, qui est une modular dual-faced card qu'on peut jouer à la fois comme une créature ou un terrain. Et enfin, on joue Solitude. Passons maintenant aux éphémères. Je joue Enlightened Tutor, qui est une carte qui pourrait paraître un petit peu redondante étant donné que la capacité de Lightpost c'est d'aller tuto des auras, mais on a un certain nombre d'artefacts et d'enchantements précis qui justifient en fait cette carte-là. Ça permet aussi de s'adapter en fonction de ce que l'adversaire joue pendant son tour et que nous, on va pouvoir jouer notre tutor en fin de tour adverse pour piocher la carte qu'on est allé chercher. Je joue également Mana Tice, qui est un peu le seul contre que je joue actuellement. Ça permet de punir les adversaires qui sont un petit peu trop gourmands et qui vont venir engager toutes leurs ressources pendant leur tour, ou pour protéger un des sorts que je propose. En parlant de ça, je joue à la fois des spells qui vont être proactifs, donc avec Orim's Chant et Silence, mais aussi réactifs avec Référent Mantra et Galadriel's Dismissal. Je joue également quelques gestions assez polyvalentes pour les créatures avec Razorgrass Ambush, qui est une MDFC, et Swords to Plowshares. March a le bon goût d'être une gestion plutôt polyvalente. Elle va gérer tout type de permanents, sauf les Planeswalkers. Au niveau des artefacts, je joue Retrofitter Foundry, qui est un artefact qui me permet de poser du board, donc des créatures, sans lancer de sorts qui passent par la pile. Je joue également Shadowspear, qui répond plutôt à une problématique, c'est que avec Lightpose, on a du mal à passer les créatures qui sont à la fois incolores et qui ont le vol. Donc généralement les jetons mécanoptères. Eh bien en fait, le fait d'avoir le piétinement, ça permet de passer à travers. Aussi, je joue Springleaf Drum, qui est un petit peu le dernier fast mana, qui me permet d'accélérer mes sorties de un tour si je le joue au premier tour. Ces trois artefacts représentent mon Urza's Saga Package. Ce sont les trois artefacts parmi lesquels je vais avoir le choix d'aller chercher quand j'active la troisième chapitre de Urza's Saga. Enfin, je joue Wintermoon, qui est un artefact qui fait des allers-retours un petit peu dans la liste, puisqu'il va dépendre du metagame. Actuellement, étant donné que Tamiyo vient d'être banni, j'attends un retour de Tivit et de Fatraxa, notamment donc des contrôles qui vont être tricolores et plus. Ça fait quand même du bien d'avoir nous-mêmes, en tant que monochrome, notre petite
Oops, I Win Effect, un peu à la façon de Blood Moon ou de Contamination. Parlons maintenant du cœur du deck, les enchantements. Dans Light Pose, je joue 17 auras à 1, à savoir Cartouche of Solidarity, qui me permet de poser un jeton de créature quand il arrive en jeu. Lui, il est assez utile, notamment pour contrecarrer les effets de sacrifice. Armure éthérée me donne plus 1 pour chaque enchantement que je contrôle ainsi que l'initiative. Iena Umbra donne l'armure totémique qui permet de tourner autour des Vras ainsi que des Chaos Defiler qui se baladent actuellement dans le format. Flickering Ward est la meilleure aura du deck, étant donné qu'elle donne à la fois protection et qu'elle peut se renvoyer en main, donc être relancée plusieurs fois pour aller chercher d'autres auras dans le deck. Mask of Law and Grace va avec Shield of Duty and Reason. Ce sont deux auras qui donnent respectivement protection contre le noir et le rouge et contre le vert et le bleu. Griff's Boon est une aura qui donne +1/+0 et le vol, qui peut être remontée depuis le cimetière en payant 4 grâce à sa capacité activée. Sentinel's Eyes est une des meilleures auras du deck, puisqu'elle peut être relancée pour son coup d'échappée depuis le cimetière. Elle donne +1/+1 et la vigilance. Unseen Ice est une gestion, puisqu'elle existe une créature, de l'adversaire. Swift Reconfiguration a plusieurs fonctions. Elle peut être soit une gestion d'une créature adverse, soit un effet pour protéger, par exemple, une Mother. Curse of Silence va venir enchanter l'adversaire et faire qu'un de ses sorts coûtera 2 de plus. Généralement, on va choisir soit une carte dont on a l'information dans sa main, soit le général adverse. Spirit Link donne un équivalent du lien de vie, étant donné que c'est une capacité qui rentre en pile, elle s'accumule au mot-clé Lifelink. Charred Mage Rescue est une des meilleures auras du deck également, qui va donner Hexproof le tour où elle arrive en jeu. Elle a le bon goût également d'avoir le flash, comme Gift of Granite, qui donne +0/+2, pour venir fausser les calculs adverses, notamment en phase d'attaque. Military Discipline va donner +1/+0 et l'initiative le tour où cela arrive. Solid Footing permet d'attaquer avec l'endurance si la créature a la vigilance, notamment avec Sentinel's Eyes. Zealot Conviction va donner +1/+1, le reste n'étant quasiment jamais activé. Ces 5 dernières, avec Swift Reconfiguration, composent le package d'enchantements qui ont le flash. Au niveau des auras de j'en joue 8, All That Glitters donne +1/+1 pour les artefacts et les enchantements qu'on contrôle. Benevolent Blessing est la seule aura qui a le bon goût de pouvoir donner protection contre le blanc sans retirer toutes les autres auras qui sont déjà préalablement sur Light Pose. Il faut quand même garder à l'esprit que si on donne protection contre le blanc, on ne pourra pas venir attacher de nouvelles auras sur Light Pose. Daybreak Coronet est une des meilleures auras du deck puisqu'elle donne à elle seule +3/+3 initiative, vigilance et le lien de vie. Favorable Destiny va venir donner le linceul si on contrôle une autre créature, ce qui va justifier notamment l'ajout des manlands parmi les terrains. Elle donne aussi +1/+2 tant que la créature est blanche. Lash Knife est une aura à 2 qui peut être lancée gratuitement si on contrôle une plaine en engageant une de nos créatures. Elle donne accessoirement l'initiative. Sheltered by Ghosts est une nouvelle aura qui donne +1/+0 lifelink et ward 2, sans oublier que ça exile un permanent adverse quand ça arrive en jeu. Dog Umbra va soit être un pacifisme si ça cible une créature de notre adversaire, soit une armure totémique pour notre créature. Je joue également Flowering of the White Tree, qui donne +2/+1 ward 1 à toutes nos créatures légendaires et +1/+1 aux nombreux jetons et créatures qu'on va poser. Concernant les terrains, je joue Dust Ball, qui est venu remplacer Port Richadan, étant donné que quand la partie dure, on va pouvoir détruire les terrains adverses pour soit le couper d'une ou plusieurs couleurs, soit, si on a une menace en jeu, pouvoir détruire ces terrains pour l'empêcher de répondre à notre agression. Eganjo est un petit peu à la façon d'une MDFC, un anti-bet sur un terrain. Gemstone Caverns va nous permettre de voler le play, donc de commencer en premier en exilant une carte de notre main, carte qu'on va venir récupérer à notre première pioche étant donné qu'on est sur la draw. Les manlands sont des terrains utilitaires, donc je joue Mishra's Factory et Mutavolt. Urza's Saga est quasiment comme un sort également,
qui va nous permettre, contre contrôle notamment, de poser des créatures et d'aller chercher un artefact à 1 dans notre bibliothèque en lançant uniquement des capacités sur la pile, ce qui est beaucoup plus dur pour contrôle à venir contrecarrer. Étant donné que je joue Wintermoon, je liste 31 terrains de base. Lightpose se situe plutôt dans une stratégie qu'on peut qualifier d'agro-combo. Agro, puisque le but du deck va être de passer des blessures via des phases d'attaque, mais combo notamment avec sa dimension à tricher, avec la capacité de Lightpose à pouvoir récupérer toujours les bonnes auras au bon moment. Dans l'idée, le but est de jouer Lightpose, de la protéger, de lui attacher tout un tas d'auras en retirant les cartes qui vont venir nous déranger chez l'adversaire pour attaquer jusqu'à gagner. Une partie classique, idéale, va se passer au tour 1 en jouant un Mother Effect, au tour 2 une créature qu'on peut qualifier de fusible, donc qui va chercher à attirer les foudres de l'adversaire. Au tour 3, on pourra jouer Light Pose avec un mana actif pour pouvoir lancer une aura, généralement une aura flash, dans le but également d'empêcher l'adversaire de nous détruire Light Pose. Et à partir du tour 3, on va commencer à abuser de la capacité de Light Pose pour la faire grossir exponentiellement, pour attaquer et réduire les points de vie de l'adversaire de 20 à 0. Light Pose, c'est un deck qui est assez facile à prendre en main, mais qui demande beaucoup d'expérience à maîtriser. Il y a quand même quelques notions qu'il faut réussir à intégrer. Par exemple, le fait qu'on va garder des mains qui vont être assez différentes en fonction de quel deck on va affronter. Généralement, contre contrôle, on peut se permettre de swapper avec Felia. Ça ouvre toute une dimension qui nous permet de lancer des sorts à la fin du tour adverse et à notre tour, limitant donc ses ressources pour pouvoir nous contrer ou nous lancer un removal. Aussi, il y a quelques points de règle qu'il est important de connaître quand on joue Light Pose. La protection, il y a un acronyme qui existe qui est DEPT. Donc une créature qui a la protection contre quelque chose ne peut pas recevoir de dommages, ne peut pas être enchantée, équipée, bloquée par des créatures ou même ciblée par des sorts ou des capacités. Ainsi, c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas attacher d'aura blanche à Light Pose si jamais elle a la protection contre le blanc. Par contre, on peut lui attacher des auras si jamais elle a Shroud ou Hexproof, ce qui est le cas avec Favorable Destiny. Parlons maintenant des match-up, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se positionner naturellement quand on va affronter tel ou tel deck. Parlons des match-ups qui sont positifs. Slimefoot, c'est un match-up où, comme la plupart des généraux qui jouent Jund, vont avoir assez peu d'interactions dont on ne va pas pouvoir se protéger. Généralement, les cartes dont il faut se méfier, c'est Chaos Defiler ou Living Death. Ensuite, il y a Norin et Feldon, donc à savoir soit Burn, soit Red Deck Wins. Ça, ce sont des match-ups qui sont extrêmement favorables, puisqu'à partir du moment où on pose la protection contre le rouge, l'adversaire ne peut plus rien faire. Une créature qui a 4 d'endurance, la vigilance et le lien de vie est une muraille qu'il ne peut tout simplement pas passer. C'est à peu près vrai de la même façon pour Jury. À partir du moment où on a posé notre Mask of Law and Grace pour donner protection contre le noir et le rouge, il ne peut plus faire grand-chose. Gearson est à peu près dans le même cas de figure. Il suffit de donner la protection contre le rouge et la partie est globalement terminée. Proche est un deck combo, peut donc nous surprendre en allant très très vite, mais qui a en fait les mêmes problèmes intrinsèquement que Slamfoot and Squee. Il n'a pas énormément de gestion étant donné que son plan de jeu est axé sur la combo. Combo, c'est également le cas de Muxus qui se retrouve également dans le même cas de figure que Norin et Feldon. Parlons maintenant des match-ups qui sont équilibrés. Donc là, on peut parler de Yoshimaru. Yoshimaru va avoir un plan de jeu assez linéaire et une fois qu'on gère son général une à deux fois, ça le ralentit suffisamment pour qu'on puisse prendre l'ascendant. Faut faire attention parce qu'il joue à peu près une dizaine de cartes qui vont pouvoir nous gérer, notamment avec des anti-bêtes et des gestions blanches. Ertai est un deck contrôle mais qui a une dynamique assez tempo. Donc dans l'idée, si on comprend bien les enjeux du match, on peut réussir à attraper quelques victoires, notamment avec le swap contre Felia. Team Natrasios, c'est un deck combo quadricolore qu'on peut attraper notamment avec Wintermoon. Il faut faire attention parce que ça peut partir en combo très rapidement. Il faut donc soit garder de la gestion pour ces pièces de combo, soit essayer d'aller le plus vite. Marchesa est un deck plutôt tempo contrôle et c'est à peu près la même dynamique que Ertai. Une fois qu'on pose des cartes qui vont vraiment le déranger
en tant que joueur de contrôle ou de tempo, on peut réussir à gagner. Enfin, on a des match-ups qui sont assez négatifs et étant donné que Light Pose à la base c'est plutôt polarisé, ce qui veut dire qu'on va avoir des match-ups qu'on va gagner assez facilement et d'autres qu'on va perdre vraiment très très fort, bah, les match-ups qui jouent du blanc, du bleu, donc de la gestion et des contres, c'est tout de suite très compliqué. Je pense notamment à Aragorn, qui est un des pires match-ups qu'on peut affronter. C'est à la fois tempo, ça a de la gestion, ça a des contres, c'est assez dur. Felia est un de nos pires match-ups actuels, étant donné que ça ne joue que de la gestion blanche. Satya, c'est à peu près la même dynamique qu'Aragorn, sauf que c'est beaucoup plus agressif, ça va donc beaucoup plus vite. Atraxa et Tivit, ce sont deux contrôles lourds qui vont jouer pas mal de contresort, de gestion et de Vras. Ce sont des match-ups qui sont très compliqués. Il est conseillé de swapper Felia. Glarb, c'est un deck plutôt contrôle combo. Ça va être à peu près le même cas de figure qu'Aragorn. C'est assez compliqué de s'en sortir. Hidetsugu et Kairi est un deck qui est aussi contrôle combo, qui va chercher à mettre des sorts avec des grosses valeurs de mana au-dessus de sa bibliothèque, de sacrifier son propre général pour les lancer et nous infliger des blessures gratuitement. Il est précieux d'avoir des cartes qui vont exiler son général puisque ça annule son effet de mort. Niv Mizzet, c'est à peu près le même cas de figure qu'Atraxa, c'est très compliqué, c'est assez dur de savoir contre quelle couleur il faut se protéger. J'ai beaucoup de mal personnellement contre ce deck. Récemment, on a eu la chance d'avoir deux auras qui redonnent vraiment un bon souffle à Light Pose, ce qui permet donc de se dire que Light Pose c'est un bon tiers 2, ça vient challenger les tiers 1, ça reste un deck qu'on peut qualifier de OTP, One Trick Pony, généralement on va faire sensiblement les mêmes parties, mais il va y avoir des variantes. C'est un deck qui est assez polarisé, donc on va gagner assez facilement contre les decks mono rouge, mais on va perdre très fort contre Azorius. On va donc être assez dépendant des personnes qu'on va affronter lors de nos pairings en tournoi. On va donc écraser aggro, se faire écraser par contrôle et faire la course avec combo. Voilà pour cette deck tech. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses intéressantes sur ce deck qui me tient à cœur. C'était Totoru et je vous remercie.